Dans cette vidéo, vous entendrez plusieurs fois aérodynamique, nouveau moteur, nouveau châssis, adhérence, progrès, enfin bref, tout le champ lexical finalement des tests hivernaux MotoGP 2024. C'est le résumé de ces essais, tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution des machines avant le premier Grand Prix au Qatar. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et peut-être que parmi vous, certains n'ont pas vu les essais de cette pré-saison ou n'ont peut-être pas tout vu. Mais pas de panique, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir en condensé bien sûr pour ne pas faire une vidéo de 30 minutes. Et nous allons commencer par le constructeur en vogue du moment, un petit, franchement 3 fois rien, c'est juste 17 victoires sur 20 Grands Prix la saison passée. Bref, vous l'aurez compris, Ducati. Mis à part le test à Valence, le constructeur italien a toujours été devant lors de ses essais de pré-saison et à 3 reprises, le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, occupait la première place. Ducati a une fois de plus annoncé la couleur avec 6 de ses pilotes dans le top 10 chaque jour. Alors bien sûr, il y avait les pilotes officiels comme Bagnaia, Bastianini et Martin. Et pour Franco Morbidelli qui doit découvrir cette GP24, il n'a participé à aucun test de pré-saison en 2024 à cause d'un accident lors d'un entraînement à Portimao au début du mois de février, révélant un caillot de sang. Alors par précaution, l'Italien n'a pas pu le rouler, laissant sa place à Michele Pirro. Le début de saison s'annonce un peu plus compliqué que prévu pour l'Italien. Mais aujourd'hui, nous allons parler technique avec cette nouvelle GP24 qui va encore faire mal et qui est meilleure que la version 2023 pour Bagnaia. Puisque d'une part, le moteur a gagné en puissance et certains d'entre vous préconiseraient même d'enlever quelques cylindres à la Ducati. Je trouve ça un peu quand même drastique comme mesure. Avec ce nouveau moteur, la gestion des gaz demande certes plus de précision, mais meilleure et plus douce. Dès la fin des tests à Sepang, les pilotes avaient déjà validé ce moteur, alors ce n'était plus qu'une question de peaufinage, de réglage à l'oseille, alors qu'il avait encore gagné en puissance. Gigi Dall'Igna avait annoncé de gros changements sur l'aérodynamique. Et effectivement, nous avons vu apparaître le mixte des deux carénages de 2023, en prenant donc les ouvertures et les diffuseurs de l'un sur la forme de l'autre. Et s'il a dû convaincre des pilotes, notamment Jorge Martin, qui a réussi à le faire fonctionner, mais au fur et à mesure des tests, ce carénage offre davantage d'appui et de stabilité. Mais des doutes persistent encore, puisqu'avec cet appui plus fort, cela tendrait à pousser la moto un peu plus sur l'avant et à la rendre entre guillemets difficile à faire tourner. Autre point d'amélioration sur la Ducati, les freinages, ce qui plaît à Jorge Martin et rassure Bagnaia, on le sait, en difficulté sur ce point-là dans la deuxième partie de la saison dernière. Bref, en résumé, le champion du monde a dit: je pense que la Ducati Desmosedici GP24 est meilleure que la GP23 à tous les égards. Elle combine les points forts des modèles 2022 et 2023. Autrement dit, nous serons encore devant cette saison. Spoiler. Bien que les autres constructeurs aient aussi fait des progrès comme Aprilia. La Batmobile, même si tu n'as pas vu les tests, tu as sûrement dû en entendre parler ces dernières semaines, puisque c'est l'une des plus grosses améliorations visibles sur la RSGP. Toujours dans l'objectif d'apporter de l'appui sur l'arrière de la moto lors des phases de freinage, les recherches dans ce domaine ne s'arrêtent pas, ce qui nous donne ce genre de solution. Et je n'ai pas besoin de nous faire de dessin, il y a comme un air avec la voiture de Bruce Wayne, avec ce carénage fuselé à l'arrière et ses deux ailerons inclinés vers le bas. Aprilia a aussi amené un nouveau châssis, un nouveau bras aussi liant, et cette RSGP a donné du fil à retordre à Vignales, mais c'était tout le contraire pour Aleix Espargaro. Plus stable et offrant une très bonne vitesse de passage, le vétéran parle une nouvelle fois de la meilleure moto de sa carrière. Alors, certes plus performante, mais aussi plus difficile à piloter et plus physique. Je ne sais pas si lourde est le bon mot, mais pour changer de direction ou faire plonger la moto dans un virage, parfois il n'y a pas le bon grip et il faut beaucoup forcer dessus. Ça n'est pas toujours facile quand on n'a pas le bon grip à l'arrière. Et après Losail, Vignales semblerait s'adapter un peu plus à cette RSGP au vu de ses chronos. Un peu plus compliqué cependant pour Miguel Oliveira qui hérite lui aussi d'une moto officielle. Et si le rythme de course est incroyable d'après le numéro 41 sur l'Aprilia, reste encore à travailler
l'accélération et la puissance en pneus tendres, donc notamment pour les qualifications. Toujours côté amélioration, la marque italienne cherche à comprendre ce problème de chaleur qui a contraint ses pilotes à arrêter certains grands prix lors de la tournée asiatique puisque cette moto devenait brûlante. Cette chaleur serait liée aux pneus à 50% et le reste à des composants de la machine soumis à de fortes températures. C'est pourquoi à Sepang, nous avons vu Oliveira, Viñales et Espargaro rouler tous les trois pour essayer de comprendre davantage la situation en roulant en groupe. Forcément, c'est un axe sur lequel le constructeur va devoir vraiment travailler avant la tournée asiatique, puisque ça met tout simplement ses pilotes en danger. Pour résumer, le niveau de l'Aprilia a augmenté et sera là pour se battre pour la victoire, mais pas pour battre Ducati. Alors, KTM en est-il capable ? Deuxième force du plateau la saison passée, le constructeur autrichien est celui qui a été le plus en mesure de se confronter au Ducati en 2023. Et personnellement, avant les tests, j'avais tendance à parier sur eux pour battre les rouges. Mais KTM n'a pas forcément été aussi présente qu'attendue, assez discrète, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas bien travaillé. Bien au contraire, et les tests sont bien mieux que la saison passée. En réalité, les oranges ont progressé dans tous les domaines, comme l'aérodynamique où ils ont certes bien caché leur jeu avec des livrées spéciales ou avec des motos noires en carbone pour vraiment brouiller les pistes. Compliqué de comparer les photos de l'année dernière à celles de cette année. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il semblerait que l'effet de sol a été encore accentué cette saison. KTM a aussi beaucoup travaillé sur l'électronique pour gommer le manque d'adhérence à l'accélération de la moto, aussi sur le frein moteur. On semble avoir trouvé beaucoup de soutien à l'avant et aussi beaucoup de grip à l'arrière, nous dit Miller. Et à l'instar de Ducati, nous avons aussi pris le meilleur d'une année et de l'autre pour créer un nouveau système d'échappement. Côté châssis, les 4 pilotes KTM, donc aussi les pilotes gaz-gaz, ont roulé avec celui en carbone, ce qui indique clairement la direction prise par les Autrichiens. En progressant de partout, le travail a été conséquent, mais pour Francesco Guidotti, la vitesse n'est pas encore là. Mais il ne faut pas pour autant se soucier de KTM, qui, je vous le rappelle, après des tests très laborieux la saison passée, a été rapidement dans le coup lors des premiers Grands Prix. Ils vont venir jouer les troubles fêtes au milieu de cette ribambelle de Ducati. Beaucoup de progrès à notifier chez Honda pour cette nouvelle saison, qui plus est la première sans Marc Marquez, mais ce n'est pas encore une moto capable de jouer aux avant-postes. Avec l'arrivée de 2 pilotes en provenance de Ducati, donc Marini et Zarco, plus tous les changements en interne dans l'organisation, plus les concessions, le constructeur a des chances de revenir au plus haut de sa forme lors des prochaines années et il semblerait les saisir. En proposant déjà une toute nouvelle moto, bien née, comme vous avez pu l'entendre de la part du numéro 5. Et il y a vraiment beaucoup de nouveautés, en commençant par le moteur, avec une connexion plus douce de l'accélérateur, un bras oscillant en aluminium créé par Honda d'ailleurs, un châssis, pareil au niveau de l'aérodynamique, un nouvel aileron à l'avant et aussi un gros travail sur l'arrière de la moto avec un mix de tout ce que l'on a pu voir sur les autres motos, des ailerons stégosaures et plus imposants sur l'arrière de la moto comme sur la KTM. C'est une machine plus puissante tout en étant plus légère, bref, un remaniement complet de la RC213V donnant une moto plus rapide et qui offre de meilleures sensations sur l'avant. Mais qui a encore beaucoup de faiblesses et le problème majeur, c'est le pneu arrière. Bien que l'adhérence à l'arrière soit meilleure, il en manque encore en entrée et en sortie de courbe. Il y a aussi une gestion de l'usure du pneu, notamment sur les longs runs, avec ce manque de grip lors des phases d'accélération, il se dégrade donc plus vite. Et un autre point faible pour Joan Mir, l'accélération. Honda, lors de sa présentation, a annoncé viser le podium à la mi-saison. Ces tests étaient bien différents des derniers, ce qui a permis aux pilotes de tester plus de choses qui fonctionnaient en plus cette fois-ci et Honda ne compte pas s'arrêter là puisqu'avec les concessions, 22 tests sont prévus cette saison. Alors peut-être qu'avant le premier Grand Prix à Lausanne, il y aura des évolutions au vu des changements apportés entre les essais en Malaisie et au Qatar. Fabio Quartararo a montré son enthousiasme par rapport à l'évolution des méthodes de travail dans le box Yamaha et bien que la moto ait évolué et progressé, elle n'est pas, elle non plus, en mesure de se battre pour la victoire. Là aussi, des évolutions sur l'aérodynamique, sur le moteur,
qui offre bien plus d'appui, une puissance plus douce, une meilleure sortie de virage et qui réduit aussi le patinage. D'ailleurs, le meilleur compromis aérodynamique a rapidement été choisi lors des essais à Sepang, et pour rester dans ce domaine, l'apparition d'ailettes stégosaures sur l'arrière de la Yamaha ou un aileron plus imposant. Un nouveau correcteur d'assiette a aussi été intégré, il y a eu un gros focus à Sepang sur l'électronique. Yamaha a aussi apporté un nouvel échappement et toutes ces évolutions, tous ces progrès font que le rythme de course est très bon. Mais hors du top 3, comme le dit Mayo Meregali. Et nous en avons un petit peu parlé dans les TikTok et shorts publiés après les journées de test du plus gros point faible de Yamaha, le tour chrono. On ne cessera de le répéter, mais aujourd'hui, il est vraiment important de se qualifier sur les 2-3 premières lignes de la grille qui va permettre un bon résultat. Sinon, partir au-dessus, ça devient compliqué. Lorsque les pilotes sont dans le sillage des autres, cela crée des courses en file indienne et il est compliqué de dépasser. Aujourd'hui, la M1 est trop agressive dans les phases d'accélération, ce qui ne permet pas de tirer profit des pneus neufs. C'est un problème qui persiste depuis un certain temps maintenant et qui, comme je vous l'ai dit, est crucial lors des qualifications et des sprints. Fabio Quartararo a pu suivre Enea Bastianini lors d'une simulation et s'est retrouvé un petit peu distancé quand même, mais ça a été un travail intéressant puisqu'il a pu ramener des informations importantes. Comme Honda, la marque aux 3 diapasons a changé son approche de travail, réduisant les retours d'informations des pilotes et leur traitement, ce qui contribue à leur évolution positive, notamment aussi avec le recrutement des personnes de chez Ducati, comme Maxime Bartolini ou encore Marco Nicotra. Alors le mot d'ordre pour les constructeurs japonais qui semblent se retrouver sur le bon chemin maintenant, c'est la patience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils commencent entre guillemets à travailler dans des domaines dans lesquels Ducati recherche et expérimente depuis des années et des années, comme bien sûr l'aérodynamique. Pour revenir sur les tests, certes, les chronos sont intéressants à analyser, à regarder parce que les motos vont plus vite et que les records n'ont pas simplement été battus mais explosés. Il ne faut pas prendre les choses pour argent comptant puisque le vrai niveau se verra lors du premier Grand Prix au Qatar, même s'il semble que la hiérarchie reste la même. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et je t'avoue que je voulais aussi un petit peu parler de Pedro Acosta et de Marc Marquez, les pilotes les plus attendus selon moi pour cette saison 2024, mais je te donne rendez-vous dans l'espace short ou sur mon TikTok pour en parler. Et je n'ai pas terminé, la semaine dernière je t'avais parlé d'un rendez-vous à 19h tous les lundis après Grand Prix. Aujourd'hui, je t'en dis un peu plus. C'est une émission avec Yann Marian, alias Moto et GP Addict et Rémi Guyot. D'autres informations arrivent dans pas longtemps, je vous en dis plus la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!